Je m'appelle Abdissam Abdelkautari. Je voulais vous parler de l'exploration du microbiote intestinal. Vous parlez plus proche du micro, s'il vous plaît. Ok. Je vais vous parler de l'implication des gènes de métabolisme de sucres complexes qui sont codés par le microbiote intestinal et leur relation avec la santé humaine. Donc l'idée du projet, il se base sur le fait que les bactéries intestinales, ils codent exclusivement des enzymes de dégradation qui sont impliquées dans le métabolisme des sucres complexes. Et ça, ils ont un rôle ils sont impliqués dans toutes les maladies, pratiquement toutes les maladies qui sont liées à la dysbiose. Et donc, si les carbohydrates activent enzymes qui vont être donc nos objectifs de la thèse, dans un premier lieu, on va analyser la distribution des caséines au long des différents génomes microbiens. Et après, on va voir qui est l'impact de ces enzymes dans la santé humaine. Et après, on va essayer de mettre des relations entre la santé humaine et les profils caséiques d'un individu et les différentes maladies. Un peu plus loin, on va essayer d'utiliser comme technologie le microarray pour évaluer les profils caséiques. Donc, dans un premier lieu, on a sélectionné des génomes de référence de caséines qui sont étudiés par le Human Microbiome Project International pour l'exploration des. Et après, on a construit un mini-microbiome sur lequel on va faire une analyse des caséines sur la base de données quasi à la FMD. Et après, on va se focaliser sur les gènes qui codent des enzymes sécrétables qui vont dégrader des complexes à l'intérieur de la cellule. Et après, sur les substrats ciblés par les différentes enzymes. Donc, concernant le contenu de notre microbiome, on a sélectionné des génomes de façon à avoir une représentation. Donc, il est dans la littérature du microbiome humain normal. Et donc, le mini-microbiome est constitué des différents phyla. La plupart des phyla qui sont disponibles, et les proportions sont telles dans le tableau. On a les firmicutes qui sont les plus abondantes, elles sont à 104 génomes et elles représentent plus de 50% de microbiome. Les bactéroïdes, les actinos et les protéobactéria, ils sont les plus nombreux parce qu'elles sont les plus abondantes et les plus étudiées dans le microbiome. Donc à partir de tous les génomes de ces phyla-là, on a pu analyser les différentes gènes qui codent des enzymes de dégradation. Et donc ici, je vous représente la totalité des enzymes et leur appartenance. Là, par exemple, le vert, elle représente la majorité. C'est environ 10 000 des glycosides hydrolases qui sont impliqués vraiment dans la dégradation des sucres. Après, il y a les polysaccharidiases qui sont minoritaires. Et après, il y a les glycosides transférases et les carbohydrates estérases. Donc nous, on va s'intéresser seulement aux deux premiers parce que c'est eux qui sont impliqués dans la dégradation, alors que les transférases ils sont pour la biosynthèse des sucres en fait. Donc là, je vous présente la distribution de ces enzymes GHPL, les glycosides hydrolases et les polysaccharidiases surtout pour chaque phyla. Et là, on remarque bien qu'il y a des différences qui sont significatives, surtout si on se focalise sur les quatre principales phyla. Désolé. Là, on a les bactéroïdes. En vert, il y a
de ces enzymes de dégradation. Si on compare, on prend en considération le nombre du génome qu'on a entre les bactériolitèses et les firmicutes, avec ces différences-là, on a les bactériolitèses qui codent la majorité plus que les firmicutes. Donc, pour les autres, ils sont moins nombreuses. La conclusion, c'est que les bactériolitèses, ils sont beaucoup plus impliqués dans la dégradation des sucres. Ils assurent le métabolisme des sucres complexes que les firmicutes. Quand on regarde les enzymes qui ont un petit signal dans les sécrétés en dehors de la cellule ou qui sont retenues dans l'espace péritonique, il y a des bactériolitèses aussi qui codent exclusivement, on va dire, les enzymes sécrétables. Et donc, on va dire que les bactériolitèses sont des dégradeurs primaires des sucres complexes. Après, il y a les autres groupes d'enzymes qui viennent pour poursuivre la dégradation des sucres moins simples, enfin plus simples. Ici, je représente la distribution des enzymes, des familles de glycosides hydrolases en fonction de leur substrat qui est ciblé. Donc là, la première figure, il y a beaucoup d'uvales qui représentent l'intérêt de la paroi cellulaire. La plus importante famille, c'est GH13 qui dégrade l'amitone et les glycogènes. Et après, il y a des. Là, je n'ai pas présenté toutes les familles, j'ai présenté que les familles les plus abondantes. Donc, on remarque bien qu'il y a des différences significatives entre les substrats ciblés dans les intestins de l'homme. Les autres substrats sont moins ciblés. Comme les sucres, les GAG ou les glucosaminoglicanes, les peptidoglycanes, les conjas, les sucroses et tout, sont moins. Et ici, dans la deuxième figure, je vous présente un Venn diagramme de la quantité des substrats qui sont ciblés par les glycosides hydrolases de microbiote. Une autre fois, on a les substrats végétales qui sont les plus ciblés, et après il y a les autres qui sont moins ciblés. Donc ça témoigne, ça confirme que ça c'est pour un micro. On veut présenter un mini-microbiome qui représente un microbiome qui est une personne normale. Donc là, on a des idées sur la nature de la nourriture qu'un individu normal peut manger. Et après, là, on a fait une estimation. Du nombre, du pouvoir métabolique en fait du microbiome. On est parti de mini-microbiome, après on a fait une estimation en fonction du nombre d'espèces qui sont présentes dans les intestins. Après ici, j'ai fait un zoom ici pour montrer parce qu'on ne peut pas le voir. Et ça représente la partie avec laquelle l'homme, enfin notre organisme, il participe à la dégradation des sucres complexes dans les intestins. Avec 17 GH et 0 PL, alors que le microbiote intestinal, il assure, il y a de redondance fonctionnelle, mais en général, il y a environ, ça c'est juste une estimation, ça peut être sous-estimé, il y a 170 000 gènes qui codent des glycosides hydrolases et polysaccharides. Et donc ça présente bien l'importance et comment l'implication, l'impact du microbiote intestinal sur la santé humaine. Et donc, toute altération à ce système-là, il va certainement avoir des résultats sur le pouvoir métabolique et la capacité de dégrader les sucres. Pour aller plus loin dans l'exploration de le microbiote humain, là c'est la partie expérimentale. On a essayé de savoir comment ils sont impliqués. Y a-t-il une différence entre les personnes qui sont normales et des personnes qui sont obèses et des anorexiques aussi? Donc on a essayé d'extraire des ADN de 8 individus, 8 patients, 8 personnes, pour après continuer l'analyse avec les microarrays.
Donc les ADN sont extraits. Après, et d'une autre part, on a fait un design d'une microarray sur laquelle on va greffer tous les gènes qui codent des GHPL retrouvés dans les génomes de notre mini-microbiote. Donc ils sont analysés dans la base de données quasi. Après, on a designé pour chaque gène, on a la totalité des gènes, environ 6400. Et pour chaque gène, on a designé 3 sondes différentes et chaque sonde est répliquée 3 fois. C'est pour diminuer en fait l'erreur de significativité. Après, on a un résultat que pour chaque. J'ai oublié juste de vous dire que la format c'est 8 x 60, donc on aura 8 échantillons. On a 60 sondes, 60 000 sondes qui vont être greffées sur la puce. Donc à la fin, on se retrouve avec 9 sondes par gène. Bon, là je vais vite, c'est juste la partie expérimentale pour la microarray. Donc les ADN extraits sont fragmentés, après marqués à la CN 3, puis validés sur la puce. Après le scan, les données sont extraites, puis analysées par la suite avec langage R. Et après les différentes corrections et pré-analyse de données et les différents tests statistiques pour juger la significativité de chaque sonde, on a choisi des seuils de présence ou d'absence qui, si un gène est jugé présent, s'il est au moins 6 fois présent parmi 9. Et au contraire, il est absent si il est au plus 3 fois présent sur 9. Donc c'est un des résultats que je vais montrer de l'analyse des données de microarray. Là, j'ai un cluster hiérarchique des casines et des GHPL qui sont codés par les bactériologies. Et après, ce qu'on peut retenir de là, c'est qu'il y a le vert, c'est quand il est présent, le noir, c'est ambigu entre les deux, on ne sait pas. Et le rouge, on est sûr qu'il est absent. Donc ce qu'on peut constater ici, c'est que chez les normaux, il y a plus, les casines sont plus présents par rapport aux autres états physiologiques, notamment l'obésité et les gens qui sont anorexiques. Donc, pour confirmer ça, là on a une représentation de la Est-ce que vous pouvez accélérer, s'il vous plaît? Ok, c'est l'avant-dernier. Là, on peut. Ce que ici, c'est juste pour dire que voilà, chez les normales, il y a beaucoup plus de casines, d'enzymes par rapport aux obèses et les anorexiques. Pour les enzymes des vermicutes, il n'y a pas de différence significative. Et là, je vais finir avec cette diapo qui est la famille GH6, qui est une cellulase, qui est retrouvée pour la première fois par les microarrays, qui avant, dans les différentes publications, ça n'a jamais été détecté, ni dans l'homme, ni dans le microbiote humain, ni dans la vache, Mais après, avec les microarrays, on a retrouvé, elle est présente chez tous les patients, c'est juste. Après, on l'a vérifié par la PCR, et la séquence a été retrouvée identique à 100%. Je vous remercie. Très bien. Qui veut commencer à poser une question? Le microbiote digestif comporte des archanées. Est-ce que ces autres prokaryotes pourraient ou non intervenir et en quoi ça pourrait modifier ou pas les analyses qu'on peut réaliser sur les bactéries? Oui, ils font partie des archanées des autres, ils font partie du microbiote. Il y a l'ordre de données concernant les casines, donc contenu de casines, mais on a choisi d'étudier que les bactéries parce que c'est. Pour juste une idée sur les archanées, ils ont moins de casines par rapport aux bactéries. Quelles sont les perspectives à court ou à long terme de ce type de travaux pour la santé humaine?
quand existe dans un génome, ça ne veut pas exprimer à 100%, enfin, on n'est pas sûr s'il exprime ou pas. Donc prochainement, on veut faire, si tout va bien, avec une puce à expression, ça veut dire ARN. Et là, on aura l'information sur le fonctionnel. Après, on aura plus de conclusions à faire peut-être. Et peut-être aussi étudier d'autres maladies. Deuxième question. En réalité, les travaux au départ sont faits sur un microbiote qui est recueilli dans les selles, c'est ça? Ouais. Dans les sciences que l'on a, essentiellement, il y en a. Ouais. Et dans le fond, est-ce que la flore, telle qu'on peut la voir au travers d'une analyse de selles, est représentative de la flore fonctionnelle, c'est-à-dire la flore qui participe réellement à la digestion des différents aliments que l'on ingère? Est-ce que c'est là que ça se passe? Oui, non. En fait, si l'analyse a été faite avec les ARN, je peux dire oui, parce que ça détecte que les fonctions, ce qui travaille, ce qui est exprimé. Mais maintenant, on peut dire qu'il est là, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il fait son travail, je ne sais pas.